Bonjour, je suis Catherine Niemeyer, professeure à l'École des médias et j'ai le plaisir d'animer cette séance de ce matin et donc d'ouvrir la journée avec des présentations qui vont bien communiquer entre elles. Donc je propose que chacune et chacun des intervenants présente pendant 20-25 minutes grand maximum et qu'on débat en fait à la fin. Et de la thématique de ce matin, en fait, c'est questionner les humanités numériques. Et on a le plaisir d'accueillir, pour commencer, le professeur Luiz Martino de l'Université de Brasilia, et, qui travaille sur les théories des médias. Et je pense que vous allez parler à partir d'ici pendant 20 minutes. Je me rassois. Ça me fait un peu bizarre parler de sciences sociales, humanité numérique, au moment où nous sommes au Brésil. Mais Giovanna a déjà parlé hier d'une montée du fascisme, mais aussi ça s'exprime en tant qu'une attaque aux sciences sociales. On a des projets à l'Assemblée nationale qui veut simplement supprimer les cours de philosophie et sciences sociales. Bon, ici on parle de sciences sociales. Ça fait un peu bizarre, ce décalage entre société, les projets qui passent par la tête des politiciens et ce qu'on discute dans l'université. Mais c'est notre tâche. On va suivre le chemin de parler de l'humanité numérique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour moi, c'était un peu nouveau parler de ces sujets, quoique ça fait beaucoup de relations. Il y a beaucoup de relations avec d'autres, déjà bien connus. Bien, les humanités numériques sont, pour être directement au sujet, une discussion sur l'impact de l'ordinateur. Ça veut dire la technologie du numérique, l'informatique, la société de l'information, comme vous voulez appeler ça, sur cet impact sur la production de connaissances. Ça cadre le débat des humanités numériques. Comme tel, il s'agit de mettre en question en jeu d'une théorie du changement à partir de la technologie. Très bien. Ça, on connaît mieux, non? Parce que la théorie de la communication, c'est toujours, non? C'est toujours une réflexion sur les effets des médias, une question de technologie et aussi de changement dans la culture, dans la société. Ces changements s'expriment dans la problématique spécifique des humanités numériques, comme coupure épistémologique avec le savoir en place. Ça veut dire c'est la prétention des humanités numériques à porter une coupure épistémologique. Et aussi un mouvement culturel. D'ailleurs, on trouve là inscrit les deux origines de ces mouvements, de ceux qui pensent, qui sont dans ce mouvement. Le premier, il s'agit des travaux du père Robert Puzar, qui a fait une recherche avec IBM, un contrat avec IBM, un accord, pour numériser toutes les œuvres de Saint Thomas d'Aquin, et avoir encore une sorte de texte entier, global, de cette œuvre. Et de là, c'est bien parti pour des méthodologies de recherche et aussi des repositoires, je ne sais pas comment dire ça en français, je ne trouve pas le mot, mais des institutions qui font une sorte d'accumulation de la connaissance en mettant tout ça en ligne, accessible, à partir de la technologie numérique. L'autre source, c'est déjà une question culturelle. Elle a origine en 2008 aux États-Unis. S'appelle Dead Camp. Dead, the Human and Technology Camp. Dead.
Et c'est quoi ça? C'est une organisation, une sorte d'organisation anarchiste des rassemblements des intellectuels. C'est pour ça que ça donne lieu à une chose qui s'appelle non-conférence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conférencier, il n'y a pas un rapport vertical entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent. C'est plutôt une organisation horizontale. Tout le monde a droit à la parole, au moins en thèse. Et aussi l'interdisciplinarité, parce qu'il n'y a pas question de reprendre les disciplines, le partage des disciplines. Alors, ces deux mouvements, un au niveau de la connaissance, l'autre au niveau du mouvement d'organisation et de culture, c'est ça qui sont les origines des humanités numériques. Très bien. Juste pour situer, pour vous donner quelques repères, mon intervention part de la constatation que les humanités numériques ignorent les théories de l'impact de la technologie. C'est très curieux qu'ils ne prennent pas aucune théorie, mais ils s'occupent des effets de la technologie, de l'ordinateur, de l'information. Alors, c'est marqué par un optimisme qu'on a déjà parlé hier, un peu naïf, parce qu'il ne voit pas des effets négatifs de cette technologie. On peut citer quelques-uns, par exemple, les fake news, qui c'est une circulation de l'information par rapport aux blogs, les réseaux sociaux. Un autre que je veux bien citer, c'est la cyberguerre. Ça veut dire le sabotage des systèmes d'information numérique. Et ça vraiment, c'est un sujet qui fait peur parce que nous avons une grande dépendance des systèmes d'information. Alors, les systèmes bancaires, les systèmes de santé, les systèmes électriques, les systèmes de transport sont des cibles, non pas du terrorisme individuel, mais des attaques des États bien organisés qui peuvent immobiliser, qui peuvent annuler toute la circulation d'une société. Alors, juste pour vous dire au moins deux effets négatifs de la technologie numérique et qui ne passent pas dans la réflexion des humanités numériques. C'est toujours quelque chose de positif. Ça revient un peu aux théories de Pierre Lévy, qui parlait d'une façon très, à mon avis, très ingénue, très naïve, de la connaissance, comme si c'était juste pour le bien, pour le progrès, pour faire de l'homme quelque chose de mieux. Très bien. Le deuxième point, la constatation des oublis de l'impact de la technologie. Bon, le deuxième point, j'essaie de développer une lecture des humanités numériques en tant que mouvement culturel, mais dont certaines caractéristiques relèvent de la forme donnée par les systèmes médiatiques. Voilà ce que j'appelle une analyse, une perspective communicationnelle. Alors, il ne faut pas penser qu'est-ce que la technologie numérique a produit comme effet dans notre discipline, notre champ de savoir, mais à l'inverse, de ce côté-là, de cette perspective, on peut penser ce qui est les humanités numériques. D'accord? Tout d'abord, il faut remarquer que les technologies numériques ne sont pas la source primaire de la formation d'une masse d'informations démesurée, le Big Data.
ça ne commence pas avec ce genre de technologies. Cela remonte à la fin du XVIIIe siècle. Cette technologie constitue une réponse au problème de l'augmentation de l'information qui se passait déjà à ce moment-là. De la même façon que le journal est une réduction de la complexité de la vie sociale. Je vais revenir sur ce sujet-là, mais c'est très important, ce rapport entre l'augmentation de l'information et l'apparition du journal. Enfin, ces technologies sont la mesure de la démesure. Autrement dit, ces technologies sont nées du désir et du besoin de maîtriser la démesure. Alors, le rapport au nombre, au rapport à la quantité, c'est, à mon avis, un effet de la complexité de nos sociétés. Nos sociétés et la culture, bien sûr. Quelques données. Les publications scientifiques. Pourquoi parler de publications scientifiques? Parce que la science, elle naît avec des institutions qui sont les sociétés comme la Société royale des sciences, et aussi avec des journaux qui vont faire circuler ces idées. D'accord? Bon, on passe aux chiffres en rouge. On peut voir, les premières, vous avez ici, sont 1665, mais on voit tout au début du XVIIe siècle, 7 publications, et à la fin, 1858. On passe très vite dans le siècle à une quantité qui n'est pas maîtrisable par un seul individu. Et ça, c'était la différence entre le système antérieur, le système en place au VIe et même au Moyen-Âge, qu'un seul homme pourrait avoir toute la connaissance du monde. D'accord? Le livre était ça. Le livre, à ce moment-là, était tout ce qu'on savait, tout ce qu'on pourrait dire, tout ce qui vaut à peine dire, garder. La connaissance était une chose maîtrisable. Et de là, déjà à ce moment, on voit que ce n'est plus possible. D'accord? Ça va monter très vite. Alors, le Big Data, já commence là. D'accord? Já commence. Ça va entraîner, bien sûr, des modifications très importantes, ou sont corrélates de transformations très importantes de la société. Mais je dois remarquer, avant de passer à ces considérations, on veut remarquer ici que l'apparition des journaux scientifiques correspond aussi, au même moment à peu près, à l'apparition du journal moderne. Alors, c'est là un autre aspect des humanités numériques, qu'elles n'ont pas un modèle d'impact technologique, un modèle qui puisse donner une représentation de la complexité du système, parce que l'effet d'une technologie, c'est sur un système médiatique, non pas un effet ponctuel sur une pratique. Ça veut dire que ces deux systèmes vont entrer en relation. Plutôt que parler d'une technologie, on parle d'un système. Et ça veut dire une certaine écologie des médias. D'accord? Alors, voilà, elles vont entrer en relation. Et je pourrais dire, il faut éviter ce que Nietzsche appelle l'hémiplégie du sens. Ça veut dire,
que le journal non seulement subit les effets numériques, mais il aussi apporte des effets aux technologies de la communication, aux pratiques sociales. Alors, il ne faut pas lire dans les sens, il faut lire dans les deux sens, des effets et des contre-effets, non seulement l'emprise du nombre, mais aussi, à l'envers, l'emprise du nom, de la parole, la circulation de la parole. Parce que c'est ça que s'agit le journal. C'est une sorte de connaissance qui n'est pas une connaissance scientifique, mais c'est une représentation de la société, mais pas une théorie de la société. C'est là qu'il fait la différence. Le journal nous parle tous les jours d'une société qui n'est pas, qu'on ne peut pas toucher cette réalité sauf à travers une technologie. Alors, c'est déjà une médiatisation des rapports entre individus et société. Ces rapports n'est pas une théorie, mais va avoir des effets sur la théorie. C'est ça que j'essaie de dire. Bon, ici, juste pour montrer les deux premiers journaux, 1609, en Allemagne. Et pour donner une idée des chiffres, pour donner une idée de l'importance que prennent les journaux au 19e. Vous voyez par les prix que les journaux passent très vite en enjeu économique. Ça veut dire qu'il y a une liaison avec la publicité et même la propagande. Et on voit que bien, la société est bien branchée sur le journal, sur les journaux. Bon, la signification de l'apparition du journal est bien plus qu'un flot de nouvelles en service d'information aux gens. Le journal fait partie d'un mouvement d'intensification de l'humain. Ça veut dire, l'humain, ça sera la mesure de toutes les choses. Ce n'est pas la mesure du monde comme en science, mais le journal apporte une mesure de toutes les choses. C'est la représentation du monde à travers une technologie disponible à tous. En tant que la science, ce sont des théories qui restent enfermées dans des cercles universitaires, dans des cercles de gens qui peuvent maîtriser ça. Bon, je passe très vite parce que mon temps... Mais je voudrais juste vous montrer que ce n'est pas une question de big data. On pourrait parler notre propre langue, la culture, d'accord? Et la culture, ça veut dire que ça a beaucoup changé par rapport au système de communication, parole, écriture et presse. On voit que les contenus changent par rapport à la quantité, de façon qu'on a aujourd'hui une représentation de la connaissance, une mode de connaissance qui n'est pas une circulation des gens, comme était au Moyen-Âge, les étudiants voyageaient pour connaître, n'est pas une circulation des livres, comme nous avons avec la presse, mais une ambiance qui entoure et fait que la connaissance, c'est un chemin personnel. La connaissance devient quelque chose comme un rapport de voyage, quelque chose comme une appréhension personnelle dans cette masse de connaissances qui n'est pas maîtrisable. Alors, cette transformation qui va donner, je n'ai pas le temps ici, mais qu'on pourrait faire des analogies avec cette structure et les pratiques aujourd'hui qu'on trouve dans les comportements de nos intellectuels, nous,
aussi dans les congrès, dans les bouquins, dans la façon d'évaluer les travaux, d'accord? Parce que ça devient une performance, ça devient une rhétorique, et non pas forcément le contenu. Bon, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est un peu vite, mais pour moi, il s'agit de deux choses, d'une chose par rapport à la connaissance, la pensée communicationnelle. D'un côté, penser le marketing intellectuel, ça veut dire les pratiques, les actions des intellectuels par rapport à ces nouveaux contextes, à cette nouvelle configuration de la connaissance, et d'autre part, penser une communicologie de la communication, ça veut dire, comme on dit, sociologie de la connaissance, mais une communicologie de la connaissance, parce qu'il est déjà en place, ça, il y a beaucoup de travaux, mais qui puisse nous apporter une perspective communicationnelle sur ces phénomènes-là. C'est ça pour l'instant. Merci de votre attention. Merci beaucoup d'avoir tenu les 20 minutes à la minute près et d'avoir permis d'avoir dans cette longue durée aussi les approches des humanités numériques. Et je pense qu'on aura le temps de débattre à la toute fin et vous gardez vos questions en suspens pour pouvoir échanger. Et voilà, tout se déroule tout seul. Je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, c'est Christophe Magis, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, qui nous parlera donc de quel concept d'humanité pour les humanités numériques francophones. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Merci également pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là et donc je voudrais remercier moi aussi le CRISIS et notamment Éric Georges qui d'ailleurs m'a commandé d'une certaine manière ce thème ce matin. Alors ce thème, les humanités numériques, moi aussi. Alors je suis assez content de passer finalement après Louise puisqu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais pouvoir m'abstenir de revenir. En tout cas, je ne resterai pas longtemps. En tout cas, et comme Louis l'a rappelé, les humanités numériques, c'est un syntagme, disons, qui, comme vous le savez sans doute, connaît une diffusion continue dans le domaine des sciences humaines et sociales, et notamment depuis leur introduction dans le monde francophone, dans les sciences de la communication, à tel point même que cette diffusion les a rendus assez stratégiques pour faire l'objet de positionnement de la discipline au regard des humanités numériques. En effet, en mai 2016, vous avez peut-être vu passer, il y a un numéro de la revue française des SIC qui revendique, disons, l'importance des SIC pour interroger les humanités numériques. Et 2 numéros plus tard, paraît même un manifeste qui, en réclamant un positionnement des SIC vis-à-vis du numérique et des Digital Studies, intègre finalement les humanités numériques comme un versant de la discipline, pas le seul évidemment, au sein de ses propres mutations numériques. Bon, la proposition qui va être la mienne ce matin est double. D'un côté, je vais, selon une analyse assez classique de type économie politique critique, essayer de vous convaincre qu'on pourrait à bien des égards considérer les humanités numériques comme un rameau tardif des discours mythologiques sur la communication, à la suite des autres, c'est-à-dire qu'en fait elles servent, en plus de stratégies locales internes aux mutations de l'enseignement supérieur et de la recherche, également de mouvements plus général de justification théorique à la pénétration du numérique dans un certain nombre de lieux, et notamment dans les lieux universitaires. Et ensuite, deuxième point, selon là un principe plutôt de sauvetage, typique de la théorie critique, je vais essayer de défendre que ce rameau spécifique, dans son développement encore en cours dans le monde francophone, mériterait d'être investi. En effet, j'essaierai de montrer finalement que les champs de réflexion qu'englobent les humanités numériques leur donnent une position particulière, notamment de caisse de résonance de certaines propositions critiques, justement, qu'il me semble, il ne faudrait pas écraser. Finalement, et c'est ce que je vais essayer de défendre pour la fin, c'est peut-être un lieu inattendu par lequel pourrait se développer une théorie critique du numérique, et j'essaierai pour finir de donner quelques pistes allant dans ce sens. Du coup, voilà mon sommaire. Alors, dans la proposition, j'avais prévu de faire essentiellement le 3e point, puis je m'étais dit que ce serait un peu sec si je ne faisais pas les 2 premiers. Puis en fait, je m'aperçois que dans le panel, on va être plein à faire les 2 premiers, donc je vais adapter comme je peux. Voilà.
Alors, pour commencer, ça a déjà un peu été rappelé, je sais que ça le sera dans un instant par ma collègue. Disons que ce qu'il faut savoir, c'est que les humanités numériques francophones s'inscrivent dans la suite d'une d'une histoire qui a été beaucoup documentée, notamment au tournant du XXe siècle, lorsque les premiers DHers ont cherché à asseoir une certaine légitimité, avec, Louise l'a un peu dit, plusieurs foyers. Alors en effet, on fait en général remonter les humanités numériques au Humanities Computing, autour des travaux de Robert Bouza, dont Louis a parlé. Il y a également d'autres chercheurs dans la foulée. Disons que finalement, les travaux qui suivent dans cette veine-là, ce sont des travaux qui visent la constitution automatisée de corpus et de dictionnaires. Et finalement, c'est souvent l'œuvre de libraires, de techniciens de la recherche, etc. Et c'est sur ce modèle qu'avec la diffusion de l'informatique personnelle dans les années 80, eh bien, se développent des projets, disons, plus systématiques qui vont être labellisés Digital Humanities, avec notamment, et c'est souvent remarqué, un bassin d'émergence assez important du côté de l'Université de Virginie, mais également d'autres endroits. Vous avez les travaux de Franco Moretti, notamment, qui est un critique littéraire marxiste et qui cherche à prendre en compte les travaux quantitatifs dans les humanités numériques. Et ces travaux vont avoir notamment une très grande diffusion, ce qui va faire que tout le monde va se mettre à vouloir faire ce genre d'humanité numérique. Et finalement, au fur et à mesure de l'imposition du syntagme, eh bien, vous allez avoir plusieurs éléments qui vont rentrer dans ce grand chapiteau, un big tent, qui est souvent utilisé comme image pour parler des humanités numériques. Et notamment, vous allez avoir une importance progressive de l'imaginaire hacker, de la cyberculture. Je vous ai mis un extrait du manifeste Digital Humanities de 2009. Les humanités numériques ont un fondement utopique qui leur vient de l'héritage des contre-cultures et cybercultures des années 60 et 70. C'est pourquoi elles insistent sur l'importance de l'ouverture de l'infini, de l'expansion, de l'université, musées, archives, bibliothèques hors les murs, de la démocratisation de la culture et du savoir, même lorsqu'elles mettent en valeur les méthodes statistiques à grande échelle qui suppriment les frontières entre humanité, sciences sociales, sciences de la nature. C'est aussi la raison pour laquelle elles croient que le copyright et les normes de propriété intellectuelle devraient être libérés du joug du capital, y compris du capital détenu par les héritiers qui vivent en parasite des œuvres de leurs prédécesseurs décédés. Donc voilà, il y a donc petit à petit cet imaginaire hacker qui s'intègre et finalement les humanités numériques francophones se développent à partir du tournant des années 2010 dans cette histoire-là. Je vous ai mis quelques éléments là. C'est finalement dans cette histoire-là qu'arrive la tentative de positionnement de la discipline SIC par rapport aux humanités numériques. Un petit point sur lequel je passe vite, il me semble qu'il y a un rôle, le rôle est encore à étudier des institutions de financement de la recherche dans la diffusion des humanités numériques, notamment la fondation Mellon, qui a ouvert au tournant du siècle des appels à projets avec des très grosses bourses, la fondation Ford pareil, puis Google s'y est mis dans la suite. Les institutions nationales, notamment au Canada, le SSHRC et l'ANR en France, ainsi que certains PIA, etc. Projet d'investissement à venir, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, notamment à partir des années 2010, il y a tout un tas d'universités qui se mettent à ouvrir des chaires, également des parcours, des licences, des masters en humanité numérique. Et alors là, depuis 2-3 ans, ça explose absolument dans tous les sens. Voilà. Donc finalement, c'est un peu le but de cette première partie pour moi. Je voudrais vous montrer que finalement, la naissance des humanités numériques francophones se fait dans une histoire longue des Digital Humanities, qui les a vues par ailleurs, et ce sera ce vers quoi je me dirige, qui les a vues aussi accompagner certaines mutations néolibérales des universités qu'elles n'ont pas provoquées, mais desquelles elles s'accommodent particulièrement. Et c'est tout l'enjeu de mon deuxième point, finalement. Il me semble qu'il faut remettre les humanités numériques, en tout cas dans un premier temps, dans la suite des discours mythiques ou mythologiques de la communication, tels que les analyses Vincent Moscot. C'est-à-dire qu'on sait que les moyens de communication ont toujours été à l'origine de divers fantasmes, soit effrayés, soit prophétiques. On sait aussi que depuis la crise du capitalisme industriel et les chocs pétroliers des années 70, finalement, le rythme de succession de ces discours mythiques s'est accéléré, les voyant à chaque fois présentés comme une solution de sortie des crises diverses qui ont ébranlé les récentes mutations du capitalisme, société de l'information, convergence, économie créative, etc. etc. Finalement, je pense que les humanités numériques sont à considérer comme un de ces discours mythiques qui accompagnent les mutations de l'université.
Et par ailleurs, l'essor francophone des humanités numériques parachève la percée de mouvements de marchandisation et de marketisation de la recherche, qui ont déjà été analysés par certains commentateurs, notamment l'injonction à la pragmatisation des SHS. Les SHS sont exhortés de fournir des résultats, un peu comme les sciences de la nature, peut-être pas tant des résultats pérennes ou objectifs que visibles. Vous voyez, des trucs 3D, des graphes, des machins comme ça. On se met, par exemple, dans les journaux, j'ai fait une analyse sur, disons, les 15 dernières années des quotidiens de la presse nationale. On se met dans les journaux à donner de plus en plus la parole pour les SHS aux détenteurs des chaires humanités numériques, susceptibles justement de parler un peu de comment est-ce que, il y a des projets de recherche qui utilisent la 3D pour modéliser des sites d'archéologie, etc., etc. Il y a également une incidence qui a été analysée notamment par Suzanne ou Karen Grégory, je ne sais plus, pardon. Une incidence des humanités numériques sur l'explosion des injonctions au branding des universitaires avec les outils numériques, utiliser des blogs, des carnets, etc., dans le cadre des missions du travail académique, ce qui a d'ailleurs valu une tribune d'un universitaire anonyme qui se demandait s'il était un universitaire sérieux ou un Instagrammeur professionnel, dans le Guardian en 2016, avec une réponse dans Forbes le lendemain qui était absolument truculente. Et également, il y a un lien au développement des MOOCs, au déclin de la titularisation et à la précarisation de la vie académique. Et comme d'autres discours mythiques finalement sur la communication, les humanités numériques sont présentées comme une sortie de crise qui serait triple, une crise à la fois scientifique, académique, économique. En gros, il y a un problème des SHS en tant que science, elles ne sont pas assez scientifiques. Réponse au problème, il faut utiliser des procédures automatisées. On réécrit finalement les problèmes pédagogiques, scientifiques, voire politiques, en propositions techniques, avec quand même une spécificité qui est typique des discours mythologiques, qui est que finalement, on reste dans les humanités. C'est-à-dire que l'imaginaire des humanités, des lettres, des arts, etc., est invoqué pour finalement justifier l'accélération, disons, des procédures automatisées et de l'ingénierie dans les SHS et vers la précarisation des SHS. Bref, on pourrait laisser tomber. On pourrait penser que les humanités numériques, c'est finalement un cheval de Troie du déploiement du néolibéralisme dans la recherche et l'université en SHS, par une mise en concurrence, finalement, des SHS avec les sciences de la nature. On pourrait dire que c'est l'industrie culturelle appliquée à l'enseignement universitaire, avec le même jeu d'oxymore, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est finalement la colonisation d'un secteur de la production culturelle par la logique de la quantification industrielle et de l'équivalence. Sauf que, il faut savoir que le label Humanité numérique sert aussi à un ensemble de chercheurs pour repenser un certain nombre d'attendus de la critique à l'heure du numérique. Et c'était l'enjeu d'un certain nombre de travaux qu'on a réalisés avec Fabien Granjon il y a quelques années. On s'est aperçu que finalement, certains chercheurs aux marges des disciplines qui travaillent justement avec le numérique, etc., se servaient de ce label pour promouvoir une critique justement transdisciplinaire qui serait poussée par le numérique. On en parlait hier avec Angel Badillo. Une nécessité d'articulation de la pratique et de la théorie. Il faut aller justement mettre les mains dans le cambouis un peu de ce que c'est que la pratique du code, etc. Et finalement aussi une critique de l'économie politique, des régimes du savoir en général, de l'accès au savoir, de la propriété intellectuelle. C'est un peu ce que disait le manifeste Digital Humanities dont je vous ai mis un extrait il y a quelques instants. Par ailleurs, ce label, pourrait-on dire, a aussi servi de creuset à un certain nombre de mouvements de précaires, par exemple, dans l'enseignement supérieur et la recherche, comme les Alternative Academics aux États-Unis, ou dans le monde anglophone. C'est-à-dire c'est un terme qui promeut les métiers nouveaux exercés par des techniciens lettrés ou des lettrés techniciens qui ne sont pas intégrés à l'université comme chercheurs ni comme membres d'unités de service. Finalement, ces Alternative Academics ont utilisé les humanités numériques comme creuset vers une radicalisation et une mobilisation à grande échelle contre les conditions de précarité accrue pour les assistants et non titulaires des universités, qui généralement étaient relégués aux tâches techniques et dévalorisés quand, finalement, seuls les penseurs titulaires avaient le droit d'être reconnus en tant que penseurs. Bref, les humanités numériques, il me semble, c'est aussi un moyen de penser à l'heure du numérique la fonction critique des humanités. Et en plus, c'est un moyen de penser la fonction critique des humanités, des SHS critiques, portée en plus par des sujets sociaux spécifiques qui sont les propres chercheurs des humanités et des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous voulez ce qu'ont été les autres syntagmes mythologiques de la communication, comme société de l'information, convergence, etc. J'étais pas là. Pour certains. Mais il y avait probablement des contradictions déjà autour de ces discours-là.
là, il se trouve que pour les humanités numériques, je peux les voir. Je peux les voir. Et il m'intéresse justement de faire vivre ces propositions contradictoires, ce dark side des digital humanities, selon Richard Greusin. Finalement, mon idée... Alors, c'est quelque chose qui est un peu revendiqué. Hein. Il y a certains chercheurs, notamment en France, qui cherchent à penser ça. Il me semble que le problème, c'est qu'il y a un manque de systématisation et d'articulation systématique autour d'un projet, même s'il y a des tentatives, notamment Pierre Mounier, Marin Dacos, Yves Citon, et puis dans le monde anglophone, David Berry, etc. L'idée qui est la mienne, c'est que on présente trop la critique dans les humanités numériques comme devant venir plutôt de l'éthos hacker. Et il me semble que ça la limite. Parce que ça fait que du coup, on se pose la question surtout du numérique. Oui. On se dit, dans les humanités numériques, on va penser le numérique. On se pose la question de savoir s'il ne faut pas l'appeler l'humanité digitale, parce que digital, ça rappelle le doigt, donc voilà, numérique, bon, voilà, etc. Il me semble que c'est passé à côté du problème. Le problème, et ce qui est intéressant dans l'humanité numérique, c'est justement les humanités. Il me semble que le déploiement des humanités numériques dans le monde francophone devrait être un moyen de repenser le concept d'humanité et sa fonction critique à l'heure du numérique, ce qui est absolument l'inverse de, il me semble, ce que fait la SIC par rapport aux humanités numériques. Et pour ça, eh bien, je voudrais aller vers un concept critique d'humanité. Alors, c'est une idée assez revendiquée quand même hein, dans certains travaux français, mais disons qu'elle est vraiment juste esquissée, qu'on préfère quand même encore s'intéresser sur l'aspect numérique. On dit, oui, quand même, il faudra réfléchir cette histoire d'humanité, mais on ne le fait pas. Et du coup, je vais essayer de le faire. Et pour le penser, eh bien, je crois finalement qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les outils numériques, c'est aussi une redite des outils non numériques. C'est un peu ce que disait Louis à l'instant. Et finalement, il y a un ouvrage de 2013, Uncharted, par les créateurs d'un outil qui permet d'aller interroger les bases de données archivées dans Google Books. Et en fait, il se trouve que ces auteurs-là, tout en s'extasiant des possibilités ouvertes par le big data dans les humanités, eh bien... s'aperçoivent que les faits qu'ils ont établis en interrogeant une base de données numérique sont prévisibles par un universitaire à qui ils ont posé la question, qui ne connaît pas le sujet, et qui répond bien. Et ça m'a rappelé finalement une proposition qui avait été celle d'Adorno lorsqu'il revenait sur ses travaux aux États-Unis. Il parle de son projet de la radio et il dit, voilà, il y avait un collaborateur qui n'avait rien à voir avec la sociologie de la musique qui me demande de formuler quelques hypothèses pour une enquête. Voilà, bon, peu importe. Il se trouve que Adorno vous dit, hein, je répondis avec mon simple bon sens, comme quelqu'un de naïf et comme quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider par la science. Il se trouve que les prophéties se réalisent. Mon jeune collaborateur n'attribua pas ce résultat à mon simple bon sens, mais à une sorte d'aptitude magique à l'intuition. Il préférait me considérer comme une sorte de sorcier, plutôt que de reconnaître un droit à ce qui était encore marqué du tabou de la spéculation. Il me semble qu'il y a là une question qui est fondamentale, une catégorie fondamentale à la recherche critique portée par les Lumières qui est en jeu, c'est la catégorie de l'expérience, finalement. C'est que le recours à l'emploi dans la recherche de méthodologies balisées, provoquant ce que Horkheimer nommait en son temps une économie de la pensée, déjà liée à la logique mathématique, eh bien, a fini par déconnecter les procédures de recherche de l'expérience de la recherche. Et ça, bien avant le numérique. Le numérique, derrière ça, eh bien, finalement, amplifie ce mouvement par lequel il s'assure que rien ne sera pensé qui n'est pas déjà connu. Et finalement, il me semble qu'un enjeu des humanités numériques critiques serait de penser une utilisation des outils numériques dans les SHS qui ne se déconnecterait pas de l'expérience. C'est ce que certains essayent de faire, justement, avec cette idée d'aller mettre les mains dans le cambouis des procédures, du code, etc., des techniques. Finalement, ce serait assez proche d'une réaffirmation du projet philosophique de Hegel, juste avant le départ de la philosophie et des sciences sociales, auquel cherchait à revenir la théorie critique. L'idée, selon Adorno, que dans le domaine des prétendues sciences sociales, partout où l'objet est lui-même médiatisé par l'esprit, la fécondité de la connaissance ne procède pas de l'exclusion du sujet, mais bien plutôt grâce à la plus extrême contention de celui-ci, de toutes ses innervations et de toutes ses expériences, cette idée que leur réflexion sur elle-même vient tout juste d'imposer aux sciences sociales récalcitrantes provient de la systématique de Hegel. C'est elle qui lui confère la prééminence scientifique sur l'exercice de la science, qui, tout en fulminant contre le sujet, régresse jusqu'à l'enregistrement pré-scientifique de simples faits, de données et d'opinions sans lien, du subjectif le plus précaire et le plus accidentel. On a finalement affaire là à une deuxième question et une deuxième catégorie fondamentale que devraient embrasser les humanités numériques critiques, qui est l'interprétation. L'interprétation, parce que finalement, l'injonction à la réflexion à partir des outils numériques doit pouvoir déconnecter l'interprétation des seules cartographies qu'offrent justement ces outils numériques.
Sinon, eh bien, on accepte l'assujettissement de la recherche à la non-liberté qui caractérise déjà la société administrée par la logique réifiante. Je ne vais pas vous le citer parce que je... Oh si, j'ai le temps. C'est là, en fin de compte, vous dit Adorno, le moment de vérité le plus profond du positivisme, quoi qu'il y répugne, tout comme il répugne au mot qu'il tient sous son enchantement, que ce soit uniquement dans une société de non-liberté dont les propres sujets ne sont pas maîtres, que les faits, ce qui est ainsi et pas autrement, aient revêtu ce pouvoir impénétrable que vient redoubler ensuite le culte des faits dans la pensée scientifique. Le sauvetage philosophique du positivisme nécessiterait lui-même cette procédure dont il ne veut pas entendre parler, l'interprétation, à savoir l'interprétation de ce qui, dans le cours du monde, empêche l'interprétation. Et il me semble, et je finirai là-dessus, que cette catégorie va avec la question de la pensée spéculative. Et là, il y a tout un champ de réflexion qui me semble intéressant à construire et à ouvrir, qui serait qu'est-ce que ça signifie une pensée spéculative en sciences sociales dans le monde numérique avec l'utilisation des procédures numériques, finalement. Qu'est-ce que ce serait, dans ce cadre-là, que penser de manière spéculative? Et alors, bon, je me disais, je trouvais que c'était bien abstrait pour finir, et je me disais, il serait intéressant de trouver une figure par rapport à ça. Et alors Adorno donne des figures, vous le savez, il parle de Benjamin, de Krakauer, justement, qui seraient justement des figures pour lui de ce que seraient ces humanités numériques critiques avec l'expérience, l'interprétation et la pensée spéculative. Mais vous le savez, les travaux de Benjamin, notamment, sont difficiles à utiliser scientifiquement. Et puis, finalement, j'ai trouvé une conférence radiophonique d'Adorno sur le thème psychanalyse et sociologie, donnée en août 1948 à la radio aux États-Unis. Et Adorno liste dans cette conférence un certain nombre de caractéristiques du travail de Sigmund Freud, qui, selon lui, le classe parmi les penseurs de la tradition philosophique des Lumières dans un concept critique des sciences de l'esprit, quoique Freud lui-même s'en fût peut-être par ailleurs défendu. Et parmi ces caractéristiques, et je finirai là-dessus, Adorno appuie en particulier sur une caractéristique qui est aujourd'hui compromise. Freud avait le courage de penser. Son attachement sans réserve aux données empiriques n'a jamais restreint sa capacité à la spéculation spontanée. Il n'y avait pour lui aucun tabou sur l'activité de la pensée. Aujourd'hui, on nous demande sans cesse où est la preuve, comment le processus de confirmation est-il élaboré. Pour moi, c'est notamment à cet égard que Freud est de la plus haute importance pour la pensée contemporaine. Ce qui le rend si remarquable, c'est justement que sa créativité intellectuelle ne s'est jamais laissée atrophier ou guinder. On peut légitimement se demander si aucun des concepts freudiens aurait pu naître sous les conditions actuelles qui président au travail intellectuel. La position unique de Freud dans la situation intellectuelle d'aujourd'hui est qu'il est le seul penseur qui a réussi à combiner à la fois un attachement très important aux données empiriques et une pensée autonome. Eh bien, il me semble que, simplissime en apparence, si vous voulez, et habituellement évidemment revendiqué par tout bon chercheur qui se respecte, voilà pourtant pris au sérieux ce que serait l'horizon ambitieux qui doit servir à une réflexion sur un concept critique d'humanité pour les humanités numériques francophones. C'est-à-dire qu'il s'agit de maintenir la théorie à la hauteur de son propre concept, tel qu'il a été formulé par la tradition philosophique des Lumières ainsi que par ses suites, sans jamais se laisser dicter les objets et les procédures d'analyse par les routines méthodologiques instituées, qui pourraient justement dispenser un instant le travail de réflexion spéculative. Alors bien sûr, ça ne signifie aucunement qu'il faille se contenter d'en rester à un théoricisme spéculant hors monde, survivance historique de la tentation idéalisme qui vaut pas mieux que l'empiricisme mécaniste, mais il me semble que dans les conditions actuelles de la recherche, on a beaucoup plus de risques de tomber dans le deuxième que dans le premier. Je vous remercie. Merci beaucoup à Christophe de nous donner de l'espoir dans les utopies. Je pense qu'on pourra en rediscuter tout à l'heure. C'est Sabrina Bolesnan qui va venir maintenant. Je pense qu'on va regarder où se trouve la parole. Alors, merci Katharina. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance et surtout à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Donc, ce colloque qui nous fédère tous autour d'une problématique qui nous touche tant au niveau de la vie professionnelle que privée, qui est le numérique. Et justement, c'est autour de ce thème spécifique que va s'organiser ma présentation. Donc, qui a pour objectif de s'intéresser au champ des humanités numériques,
notamment avec une tentative d'appréhender effectivement les tendances et les enjeux inhérents à ce champ. Ce travail a été mené en collaboration avec mon collègue le professeur Laïd Bouzidi. Donc nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs à l'Université Lyon 3 et nous travaillons donc dans le domaine des SIC et plus particulièrement dans le champ des technologies de l'information et de la communication déclinées autour des systèmes d'information. Au niveau de la question de recherche qu'on s'est posée avec mon collègue, c'est de savoir, comme on le sait tous, effectivement, que les humanités numériques couvrent un spectre très large au niveau de la recherche et aussi sur le plan pragmatique. Il existe une pléthore de travaux, surtout sur les 10 dernières années, notamment, on croise plein d'appels à communication spécifiques à ce champ. Le challenge, effectivement, c'est de trouver et surtout de délimiter le périmètre couvert par le champ des humanités numériques. Donc on a essayé un peu de remonter en arrière sur les 30, voire 40 dernières années et essayer en gros de se dire au jour d'aujourd'hui comment peut-on et arrive-t-on surtout à appréhender ce champ qui est donc un champ composite, comme le diront plusieurs auteurs, qui est un champ aussi pluridisciplinaire, on y arrivera tout à l'heure, et donc qui est un champ aussi en perpétuelle évolution. Alors pour ce faire, on va donc s'intéresser à 4 points essentiels qui constituent notre réflexion ici et donc qui feront l'objet de notre présentation et notre communication, à savoir donc la question des usages et des pratiques, de même qu'on va s'intéresser au volet interdisciplinarité et dimension internationale qui caractérisent ce champ. Et on terminera avec les enjeux et les défis actuels qui caractérisent donc les humanités numériques. Alors, je tiens à préciser que ce travail s'appuie sur une recherche exploratoire. J'entends par là, on s'est appuyé essentiellement sur une revue de la littérature, donc pour pouvoir justement délimiter ce contexte. Donc, je vais essayer de présenter point par point et puis arriver à la fin au point le plus important qui est donc celui des enjeux et donc des défis actuels. Alors, commençons par la question des usages et des pratiques qui constituent le cœur de plusieurs recherches en SIC. Il faut savoir que l'essor des humanités numériques est corollaire à cette question des usages et des pratiques. Donc, comme nous le savons tous, le numérique intègre de nos jours la sphère à la fois privée et publique, et donc ce qui nous mène à nous intéresser à cette question de l'évolution des usages et des pratiques. Donc nous entendons le faire autour de différents points, sans vouloir, notre démarche n'est pas exhaustive. L'essentiel étant de trouver les points capitaux ou les points essentiels ou clés qui nous permettent d'appréhender, en gros, sur les 30-40 dernières années, comment nous sommes-nous arrivés aujourd'hui, en 2018, à nous intéresser à cette question des humanités numériques qui est vraiment centrale dans nos disciplines. On s'intéressera à différents éléments. L'élargissement du périmètre couvert par le numérique, l'essor donc de la dimension logicielle, l'accessibilité et la diversité du numérique, également donc de toute la question de l'appropriation des outils par les acteurs. Donc rapidement, quelques points essentiels sur chaque niveau. Il faut savoir, si on remonte aux 20 ou 30 dernières années, si on revient en arrière, c'est qu'au fait, l'usage était au départ limité et destiné à des spécialistes, à des informaticiens. En gros, à l'époque, si quelqu'un souhaitait donc formuler ses besoins, il devait passer obligatoirement par l'informaticien qui était à même à, interpréter ses besoins et les transformer en un langage artificiel compréhensible par la machine. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, donc l'usage n'est pas destiné qu'à ces acteurs-là. Et donc, il faut savoir aussi que le périmètre couvert, à la base, si on remonte aux années 60, on peut citer l'exemple au niveau fonctionnel du numérique. On sait tous que l'ancêtre des systèmes d'info, c'est le système d'info comptable. Donc, les années 60, on s'intéressait plus à une vision, on va dire, fonctionnelle du numérique. Aujourd'hui, le numérique intègre donc la sphère privée. Certains auteurs parlent même d'une porosité entre ces deux sphères-là, qui sont la sphère privée et publique. Au niveau ensuite de l'essor des logiciels, donc rapidement sans vouloir entrer dans le détail ici, on va revenir en arrière sur la question donc, de la croissance exponentielle donc, à l'époque des micro-ordinateurs et des logiciels spécialisés qui favorisent en gros une couverture un peu plus large des usages.
à savoir qu'on peut accéder directement à des ressources informationnelles. Et en gros, les interfaces qui se sont développées à l'époque, qui sont des interfaces intuitives, faciles d'accès, faciles au niveau de l'utilisation, elles ont permis en gros d'élargir le champ couvert par les pratiques et les usages. L'accessibilité, ici, donc on entend par là à la fois l'accessibilité financière et aussi les fonctionnalités qui s'améliorent, comme je l'ai dit à l'instant. Des outils, on peut très bien aujourd'hui, même si on n'a pas des compétences techniques poussées, créer un site web, donc développer des outils numériques, digitaux, à destination d'activités personnelles ou professionnelles, chose qui n'était pas à l'époque possible. Donc là, on a une diversité des usages qui vont toucher à la fois, certes, les professionnels techniciens qui sont spécialistes du domaine, mais aussi une autre catégorie d'acteurs, les catégories d'acteurs occasionnels, avertis, voire même donc ceux qui n'ont pas du tout de connaissances. Donc le numérique, en gros, se démocratise dans nos pratiques et est accessible à tous les acteurs. La question de l'appropriation est capitale, notamment dans la sociologie des usages. Donc nous allons donc ici nous référer aux travaux de Norman qui parlent de schéma mental. Donc il entend par là en gros le fait qu'avec l'usage répétitif quotidien et donc l'action, on va dire, immédiate de l'usage du numérique, chaque acteur et chaque individu arrive à créer un schéma mental. Ce schéma mental est individuel, endogène, qui est propre à lui et qui lui permet, en gros, de s'approprier l'outil, même s'il n'a pas de connaissances. En gros, le fait d'utiliser régulièrement l'outil nous permet donc d'avoir cette question de l'appropriation. Alors, en parallèle à cette question d'usage et de pratique, nous assistons à un changement de paradigme qui mériterait donc d'être présenté, ne serait-ce qu'au travers des grandes lignes. Donc nous allons revenir aussi d'un point de vue évolution toujours, et c'est un peu une évolution parallèle par rapport à celle des usages et des pratiques. Donc toute la question des approches de conception de systèmes qui ont beaucoup évolué depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut savoir, et donc ça c'est pas une surprise effectivement, comme nous le savons tous, qu'au départ, dans les années 70, la quasi-totalité des applications développées s'inscrivaient dans des approches qualifiées d'orientées système. Comme le dirait Chaudiran, ces approches-là donc se focalisent essentiellement sur des aspects techniques de l'offre, notamment en ce qui concerne les langages de représentation des informations, les algorithmes d'appariement entre ce que l'usager formule comme mot et ce que la machine pourra ensuite interpréter. Les grosses critiques à l'époque, donc se situait au niveau de la place de l'usager qui était tout simplement, il était inexistant dans les approches de conception. Les années 80, on a vu ici, comme le précise Chaudiran toujours et Ajaden et Politi, dans leurs travaux, voire même Éric Thivan également, donc on a vu l'apparition de l'usager. On s'intéresse finalement à divers mécanismes tels que quelles sont ses caractéristiques, quel est le profil de l'usager et comment faire en sorte pour que le système puisse lui proposer des réponses adéquates avec ses besoins. Les années 90, on a donc complété l'assise de l'outil numérique en intégrant une dimension, on va dire, fonctionnelle qui a trait à la fois au niveau du système d'info, à la fois un volet opérationnel mais également stratégique. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Par rapport, revenons à notre champ, on va dire notre cœur de travail, c'est les humanités numériques. C'est que, en gros, également, donc, en complément à ce qui a été dit, ici, même déjà dans la littérature et dans les travaux sur les 20 ou 30 dernières années, on est passé à une évolution qui, effectivement, tranche et qui constitue une rupture avec les approches qualifiées par Chaudiran toujours de technocentré ou d'orienté système. On est passé du computing au digital, donc ce qui permet de humaniser le numérique quelque part. On parle aujourd'hui de culture numérique par substitution à culture informatique. Il faut savoir que le mot culture numérique a été introduit aux États-Unis dans les années 70 et en France et en Europe notamment. Ce n'est que vers les débuts 80 qu'on en parle, donc de culture numérique. On fait aussi référence aux travaux de Dweck et des Bruyères qui incitent à ne pas réduire l'informatique au monde des machines, au monde des robots, au monde des algorithmes, des méthodes computationnelles, mais surtout donc de placer les interactions sociales au centre du processus. Alors l'objectif, c'est d'arriver progressivement à se dire, finalement, les humanités numériques ont connu leur essor au travers de ce changement de mentalité et d'un rapprochement, d'une convergence entre deux disciplines qui est à la base tout opposées.
Toujours dans le domaine des SIC, on peut citer les travaux de Pakinsegui ou de Jouet qui, donc, respectivement, incitent sur la question de ne pas se focaliser sur les caractéristiques techniques et techniciennes, technicistes, mécanistes, comme le diraient certains auteurs, de l'offre, et surtout de considérer les usages comme un construit social. Alors cela nous mène effectivement à nous dire, avec tout le socle, donc on va dire, qui commence à changer, tout ce bouleversement numérique lié aux usages, aux pratiques, mais également au changement de paradigme, nous mène finalement à aujourd'hui nous intéresser donc à l'essor des humanités numériques et qui constitue un champ à part entière dans le domaine des sciences de l'information et de la communication et des SHS en général. Donc, comme l'ont dit mes collègues, donc Christophe et Louise, qui en ont pas mal parlé par rapport à la genèse donc de ce champ, effectivement, ce champ est né, notamment on le trouve beaucoup au niveau de la revue de la littérature. Il est né au fait du croisement de deux disciplines et du rapprochement de deux cultures différentes. D'un côté, on a l'informatique avec son propre mode de fonctionnement, et d'un autre côté, les sciences humaines et sociales. Et c'est au travers de la convergence de ces deux disciplines qu'on arrive à une richesse au niveau des humanités numériques. Alors, comme l'a précisé mon collègue Louise, il faut remonter aussi aux travaux de Roberto Busa, qui à la base a impulsé ce champ. Olivier Ledeuf aussi en parle beaucoup dans pas mal de ses travaux. Mais plusieurs auteurs aussi s'accordent sur le fait que la première fois qu'on a parlé des humanités numériques, c'était dans les travaux de Siemens et Hall, dans un ouvrage de référence qui s'intitule A Companion to Digital Humanities. Donc les auteurs mettent en évidence l'importance des Digital Humanities par opposition aux humanités computing, déjà développées en amont par Roberto Busa et d'autres auteurs à l'époque. Puis petit à petit, dans les années 2010, au cours de la publication de différents travaux dans le New York Times et d'articles, donc ça a permis vraiment d'impulser le domaine et de le rendre visible au niveau international. Donc l'évolution s'est poursuivie au niveau universitaire, puisque les humanités numériques, on a vu l'émergence de formations en master qui portent comme intitulé les humanités numériques, voire même de fonds d'investissement et de financement sur l'étude des humanités, comme le précise Oke dans ses travaux. Donc on a parlé effectivement de cette évolution des pratiques, de la genèse des humanités numériques. Ça nous permet petit à petit d'arriver à deux éléments clés qui sont l'interdisciplinarité et la dimension internationale. Donc rapidement par rapport à ce point qui est l'interdisciplinarité, donc Benal effectivement dans ses travaux insiste sur l'enrichissement mutuel et donc la valeur ajoutée qui peut être fournie au travers de cette collaboration entre les méthodes computationnelles et les membres des SHS. D'autres auteurs parlent aussi de projets communs. Maintenant, au niveau de la recherche proprement dite, l'objectif des travaux, et donc c'est qu'on espère effectivement atteindre au travers des humanités numériques, c'est de dépasser cette dichotomie qui existait depuis plusieurs années entre les approches quantitatives et qualitatives, et de pouvoir aussi ne pas privilégier les actions pragmatiques sur le raisonnement théorique, en gros plus des approches hybrides qui allieraient à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives et une assise théorique derrière laquelle on pourra développer des idées sur le terrain, sur des terrains pratiques. Donc ça nous mène effectivement à dire finalement que les humanités numériques ne constituent guère donc une rupture avec ce qui préexistait. Au contraire, c'est le fruit de 30 ans de collaboration ou de rapprochement petit à petit qui ont été tissés entre deux disciplines qui à la base tout opposées. Donc c'est né de cette dynamique finalement qu'aujourd'hui on est dans ce champ qui est en perpétuelle mutation. Alors au niveau français, mes collègues en ont parlé, donc on peut citer ici le mouvement VATCamp. Comme l'a précisé notamment mon collègue, c'est un mouvement où on organise des non-conférences et surtout
Donc la production scientifique est disponible en open access. Donc toutes les productions, tous les travaux qui ont été réalisés, les rapports sont accessibles. Et c'est un peu ce que prône ce mouvement. C'est à la fois la convergence entre deux disciplines, l'interdisciplinarité finalement, mais aussi l'accessibilité et l'open access des données qui sont accessibles à tous les acteurs. Donc voyons à présent sur le plan de la dimension internationale, et sans vouloir aussi rentrer dans le détail ici, alors je vais citer certaines composantes qui contribuent effectivement à l'essor de ce champ, qui est donc multidisciplinaire au niveau de l'enseignement et de la recherche, comme nous le rappellent Dacos et Mounier dans leurs travaux. Nous pouvons citer le premier centre de référence, qui est le CenterNet. Donc rapidement, cette plateforme permet on va dire, de fédérer des publications dans le domaine. Et il existe différents centres de prestige qui sont animés au sein de dans différents pays. Nous citerons également l'institution connue qui est l'Alliance of Digital Humanities Organization, qui regroupe différents membres et qui a pour objectif, toujours dans le même état d'esprit, de créer des rassemblements multidisciplinaires et de pouvoir rendre, en gros, les travaux accessibles, voire même une reconnaissance dans des revues internationales de référence et des ouvrages aussi de très haute qualité, donc ce qui permet d'avoir une visibilité, on va dire, internationale dans le champ des humanités numériques. Donc notre objectif en citant ces deux composantes, il y en a aussi d'autres qui émergent, il y a des nouveaux diplômes qui se créent dans différents pays. L'objectif, c'est de se dire finalement, en plus de l'interdisciplinarité qui est capitale lors de l'appréhension des humanités numériques, il faut aussi un cadre d'acteurs. Donc s'il n'y a pas ces acteurs, le mouvement pourra s'essouffler et il n'y aura pas de visibilité donc, au niveau macro. Donc au niveau des défis, qui est notre dernier point ici donc, dans cette présentation, nous allons donc essayer de voir et de se poser des questions sur les défis, ce que ouvre finalement le débat, les humanités numériques, qu'est-ce qu'elles ouvrent comme débat sur les pratiques innovantes. Donc sans vouloir être exhaustive non plus donc, dans cet exposé, on va s'intéresser à 3 innovations actuelles qui nous interpellent tous, qui sont le big data, les outils mobiles, les objets connectés, et voir en gros quel est le challenge à relever par les humanités numériques dans ce cadre spécifique. Alors, commençons par les défis face ici au big data. Alors, comme nous le savons tous, aujourd'hui, il y a une production d'une masse importante de données qui est produite dans le web, que ce soit par les internautes, par les organisations. De même, toutes les traces que nous laissons lorsque nous allons surfer sur Internet. Donc, toutes ces données constituent un potentiel énorme qui est aujourd'hui exploité par des organisations pour des fins diverses et variées. La mise en place de cette donc, exploitation s'appuie sur des stratégies big data qui se développent donc, et qui ne constituent pas un effet de mode. Elles fascinent les décideurs, les analystes, plein d'acteurs. Il y a même, comme je viens de le dire à l'instant, des masters qui commencent à se former et les spécialités qui commencent à se développer dans le domaine. Nous, ce qui nous intéresse dans ce contexte précis, donc quel serait le rôle de la médiation des humanités numériques. Donc finalement, ce champ-là, qu'est-ce qu'il pourra apporter de contribution, toujours en ayant en esprit le croisement entre l'informatique et les SHS. Donc je vais citer ici quelques points importants. Donc tout d'abord, globalement ici, l'idée est la suivante, c'est qu'on puisse trouver un juste équilibre, un juste milieu entre à la fois l'apport du numérique qui est indéniable, pour pouvoir justement gérer cette masse importante de données, il faut s'appuyer sur du data mining pour extraire l'info, l'analyser, l'interpréter, la capitaliser. Mais derrière ça, il y a des enjeux humains qu'il ne faudra pas négliger. On cite un point qui a été cité pas mal hier lors des sessions parallèles sur le big data, qui est celui de la protection des données numériques. En gros, qu'est-ce que deviennent toutes ces données qui sont exploitées, stockées, analysées ? Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue des humanités numériques pour pouvoir bien les appréhender ? Je vais passer à présent aux défis face aux outils mobiles. Donc, simplement ici, les outils mobiles, leur architecture se base sur 3 dimensions complémentaires. On a la dimension technologique, donc on utilise tous des interfaces hétérogènes, que ce soit des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, avec des systèmes d'exploitation variés.
Cela est destiné à un usage humain, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et on s'en sert pour des fonctionnalités, que ce soit la recherche d'infos, géolocalisation, donc des recherches diverses et variées, du M-commerce pour mobile commerce si on veut faire des achats en ligne. On voit bien que les usages se sont vraiment diversifiés et touchent un panel très large. Le challenge toujours pour les humanités numériques s'inscrirait à différents niveaux. Donc là, dans la littérature, on trouve différents concepts qui sont développés par plusieurs auteurs. Certains parlent d'invasion technologique, on pense à Bertrand dans ses travaux. Carriol nous parle de l'est électronique dans ses études qui portent sur l'hyperconnectivité des cadres dans leurs travaux en mobilité. Flichy parle également de l'individualisme connecté. Et on parle également, notamment Piagini, qui emploie le concept de l'emprise numérique. En gros, que le numérique, finalement, il affaiblit nos relations interpersonnelles. Et ça, on peut le voir. Exemple simple, si on va au restaurant, on peut apercevoir souvent des familles, des gens qui se connaissent. Au bout d'un moment, on discute et puis on se met tous sur nos téléphones. C'est des pratiques réelles et qui nous interpellent, nous, aujourd'hui, en tant que chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Effectivement, cette médiation numérique devrait certes tirer profit de cette dimension technologique qui est indéniable, mais aussi de pouvoir limiter un peu les effets et les maux que le numérique apporte au niveau des usages. L'autre point, c'est les objets connectés. Je vais aller rapidement sur cette question. Donc, les technologies de l'information et de la communication, au départ, étaient créées pour relier des individus entre eux, puis des individus avec des machines. Aujourd'hui, ce sont les objets eux-mêmes qui sont reliés. On parle d'Internet des objets pour justement faire référence à l'interaction avec l'environnement. Donc, la médiation dans ce contexte, et ce n'est pas exhaustif non plus, donc là, avec mon collègue, on a pu relever quelques points clés qui sont, on en parle tous, la protection des données à caractère personnel ou professionnel. Plusieurs travaux émergent, et donc depuis plusieurs années, sur les démarches user-centriques, avec l'intégration d'une dimension juridique, en plus de toute la partie technique et sociale. La question également des dérives liées à l'usage. Si on cite l'exemple du domaine médical, il y a des intérêts qui sont effectivement pertinents, mais il y a des fois des dérives dans le domaine. Et surtout au niveau du réseau, donc toute une collaboration doit être mise en place par divers acteurs qui soient professionnels du domaine de la santé, que ce soit des experts du domaine des startups du numérique par exemple, voire même des chercheurs dans le domaine. Et c'est là que doit s'asseoir l'assise des humanités numériques. Donc, 2-3 enjeux, et puis je conclurai par un point transversal ici. Le challenge essentiel, c'est de poursuivre l'interdisciplinarité, qui à la base n'est pas si simple que ça. Donc, il y a des tensions qui existent entre ces deux disciplines. Les frontières entre l'humanité et le numérique. Donc, on sait tous que le numérique, on en a besoin aujourd'hui, mais la grosse part de travail revient à l'humain, qui, avec ses intuitions, ses analyses, son vécu, son cadre, son référentiel, arrive essentiellement à utiliser, en gros, l'apport du numérique. Je terminerai par une conclusion ici, donc, qui ouvre un peu le débat sur les usages de demain et qui s'appuie essentiellement sur une approche éco-responsable. Si on se base sur le rapport de l'ONU qui nous dit que d'ici 2050, 66% de la population vivra en ville, et donc elle sera amenée en gros à consommer 70% des ressources mondiales, ce qui crée effectivement ici donc des émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas négligeable. Toute une question est développée aujourd'hui sur les villes intelligentes, voire même sur d'autres thématiques qui intégreraient cette dimension green qu'il faut effectivement intégrer dans le processus. Certains auteurs parlent de TIC vert, d'éco-TIC, de Green IT, nous pensons notamment à Flippo. Mais quoi qu'il en soit, il faut que les humanités numériques, en plus de ce rapprochement progressif entre deux disciplines, l'interdisciplinarité et la dimension internationale, il faut qu'effectivement qu'on arrive à intégrer un mode de pensée, un mode de réflexion et un mode de vie qui est donc éco-responsable. Et on rappelle rapidement ici les 3 piliers du développement durable qui sont le social, l'économique et l'environnemental, l'inclusion des acteurs qui n'est pas si évidente que ça, le volet économique, donc la recherche du gain, oui c'est bien, mais derrière il faut aussi améliorer les conditions de vie des acteurs, et environnemental pour préserver l'énergie. Je terminerai ici par donc un petit schéma qui résume un peu notre propos. Finalement, les usages et les pratiques numériques s'appuieraient sur une approche multidimensionnelle,
Alors, comme on l'a précisé, il y a une dimension fonctionnelle qui permet en gros de voir l'activité, qu'elle soit humaine ou professionnelle. Une dimension humaine qui s'intéresserait aux acteurs, à leur profil, leur référentiel. La technologie, on va choisir des plateformes adaptées, des outils adéquats à l'usage. Donc, toutes ces dimensions sont ici transversales. Et c'est ça ce qui fait le cœur et la richesse des humanités numériques, à laquelle nous rajoutons une dimension durable dont on a parlé et qui constitue, on va dire, la pierre angulaire de ce domaine. Je vous remercie. Donc voici quelques sources et je vous remercie de votre attention. Alors bonjour tout le monde. Donc je pense qu'on ne sera pas très long finalement, j'ai l'impression, cette intuition-là. Donc, il ne faut pas avoir peur du titre très, très long. Alors là, comme ça ici, tac, OK. Alors, on a 3 points. Le premier point, c'est la présentation du projet de recherche que nous menons actuellement. Enfin, donc l'idée est de vous informer un petit peu des travaux que l'on mène actuellement. Donc, on ne va pas vous présenter des résultats, on va plutôt vous présenter l'état du questionnement qu'on développe au fur et à mesure des entrevues qu'on a fait. Alors, donc, premier point, la présentation du projet de recherche. Le deuxième point, la présentation d'une typologie a priori des méthodes en sciences sociales en lien avec le numérique. Qui est une typologie qui, dans le fond, qui nous a interpellés. Donc, alors, je vais en parler tantôt. Et puis, le dernier point, 2 enjeux épistémologiques. Alors, on s'est réparti la tâche de la façon suivante. Moi, je vais faire les 2 premiers points. Et puis, Julien va nous présenter les 2 enjeux épistémologiques. Alors, donc, est-ce que j'ai du détail? Oui. D'accord. Donc, il y a très, très peu de diapos. Je pense qu'il y a 5 diapos. On est sur la 3e. Hein, donc... Alors, l'intuition de départ. Donc, c'est une recherche qui est financée par le Centre d'études des médias, qui est un centre... qui est dans la ville, enfin, dont le siège social, si je peux m'exprimer ainsi, est dans la ville de Québec. Donc, un centre qui essaie de croiser des intérêts de recherche portés par des universitaires en même temps que disons, des intérêts du côté d'entreprises de presse, en fait. Ça, c'était le point de départ. Donc, très marqué par les journalisme studies et marqué aussi par des réflexions sur les politiques publiques en matière de radiodiffusion. Alors, l'intuition de départ, c'est que, étant dans cet organisme, je constatais que depuis 10 ans, nous avons instauré au Centre d'études sur les médias un panel de plus de il me semble que c'est autour de 500 personnes, en fait, donc, qui sont questionnées. En fait, donc on les fait venir dans des salles, on leur passe des questionnaires sur leur usage des médias, enfin, sur leur manière de s'informer. Donc là, c'est un mot-clé dans notre recherche, là, sur les manières de s'informer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en chapeau là, que nous avons été placés par le comité de direction du colloque dans la session sur les humanités numériques, mais on ne se sent pas concerné par les humanités numériques. On ne parlera pas d'humanité numérique. Maintenant, comme faisait remarquer Julien, je pense qu'il y a effectivement dans notre présentation des ponts possibles, des thématiques finalement qui sont les mêmes. Donc, mais simplement, donc ne soyez pas, disons, en posture de nous attendre sur les humanités numériques. En fait, on n'en parlera pas, en fait. Bon, alors, donc, je reviens à mon intuition de départ. Donc, cette recherche systématique auprès d'un panel d'environ 500 personnes qui est, en fait, qui est réalisée depuis l'an 2007, en fait,
j'ai éprouvé une espèce un espèce de malaise méthodologique. Un malaise méthodologique devant ce dispositif qui recueille donc des autodéclarations sur la façon dont on s'informe et qui, éventuellement, a une espèce de réduction. Enfin, il y a toutes sortes de choses dans ces enquêtes-là, mais il y a notamment une réduction au nombre de minutes consommées, donc les minutes d'attention retenues. Et là, effectivement, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'aller voir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de faire de la recherche sur les pratiques informationnelles. Donc, si vous voulez, dans notre langage, les pratiques informationnelles et les manières de s'informer, disons qu'on va, pour les fins de la présentation, on va s'entendre de façon un peu synonyme sur ces deux questions-là, mais ça demanderait des développements que peut-être que Bernard va finalement m'inviter à développer sur les pratiques informationnelles, je ne sais pas, mais disons qu'en principe, non. En principe, je ne veux pas développer là-dessus. Donc, si vous voulez, l'idée était, on va aller voir, dans le fond, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les méthodologies qui sont mobilisées actuellement pour essayer de rendre compte des manières de s'informer dans un contexte, évidemment, d'environnement numérique. Parce qu'évidemment, on ne peut plus... Alors, donc, si vous voulez, notre objectif, c'est de rendre compte, c'est le titre, en fait, on va publier un rapport avant la fin, probablement en octobre, qui va avoir pour titre « L'actualité des méthodes de recherche en sciences sociales sur les pratiques informationnelles », donc qui va être l'aboutissement un petit peu de notre démarche. Donc, l'idée était de dire, voyons voir les méthodologies qui sont mobilisées pour essayer de rendre compte des manières de s'informer dans un contexte numérique. À ce moment-là, la méthode que nous avons utilisée, c'est que j'ai réalisé en réalité 26 entretiens, mais 24 plus précisément avec des chercheurs qui ont eu l'occasion de développer des dispositifs un peu expérimentaux. Donc, c'est une des thématiques qu'on va développer dans notre rapport, l'idée de bricolage méthodologique ou l'idée d'expérimentation méthodologique. Donc, on est, si vous voulez, dans une phase transitoire actuellement pour essayer de saisir, de caractériser ces manières de faire avec le numérique. Donc, c'est là le défi. C'est là le défi méthodologique auquel on essayait de rendre compte. Et donc, on a aussi, dans notre méthode, une revue de littérature. Alors, tout ça est exploratoire. C'est entendu que 24 ou 26 entretiens, c'est insuffisant. Il aurait fallu 200 entretiens, en fait, avec des chercheurs. Donc, c'est des entretiens avec des chercheurs qui sont essentiellement des chercheurs français ou des chercheurs québécois. Et j'y suis allé à partir de mon propre réseau. Mais j'ai arrêté parce que j'aurais pu vraiment... Mais là, ça faisait aussi boule de neige, en fait. Donc, on m'indiquait, oui, mais il faudrait absolument que tu rencontres un tel, etc. Donc, ils étaient concernés par sociologie du numérique, journalisme, sociologie des médias, des publics, des réseaux sociaux, Science and Technology Studies, et puis sociologie de la jeunesse, sociologie de la culture. Et donc, ils ont travaillé sur une grande variété de phénomènes empiriques à partir de perspectives théoriques le plus souvent distinctes. Ces chercheurs ont tous été impliqués dans la conception de dispositifs méthodologiques visant à collecter, à traiter des données sur les pratiques informationnelles d'un ensemble déterminé d'acteurs. Leur expérience dans ce domaine et plus encore leur réflexivité par rapport à ces expériences se sont révélées précieuses pour appréhender les coordonnées des débats animant aujourd'hui le comité scientifique au sujet des méthodes de recherche sur les pratiques informationnelles. Alors, voilà un petit peu pour vous situer la problématique. Alors, la méthodologie. Donc, au niveau de la problématique, donc, si on dit... Là, je vais simplement lancer des mots-clés. On ne va pas développer parce que ça serait en soi une conférence pour chacun des mots-clés, d'ailleurs. Mais simplement, si on... Hein? 10 minutes actuellement, déjà? OK. Donc, je vais faire très, très court parce que je pensais, moi, faire juste un petit chapeau pour donner la parole à Julien. Donc,
Alors, si vous voulez, mais je pense qu'on est tous au courant, de la complexité des pratiques informationnelles aujourd'hui. Alors, simplement, diversification des sources d'information et juste pour signaler que au niveau des sources d'information, c'est assez incroyable. Il y a des entreprises maintenant qui, non seulement ne sont plus comme on dit, des pure players, c'est-à-dire qui sont juste sur Internet, mais il y a même maintenant des organismes d'information qui n'ont même plus de site. Donc, ils vont déposer leur production sur des réseaux déjà existants. Enfin, donc, on voit l'énorme diversification des sources, une fragmentation de la réception. C'était déjà là, la fragmentation de la réception, mais ça, c'est amplifié. Multiplication des supports matériels, évidemment, toute la mobilité dont on a parlé tantôt. La généralisation du multitasking, qu'on pourrait traduire en français par pluriactivité. Donc, le multitasking, c'est intéressant parce que ça a surgi en sociologie du travail. C'est-à-dire l'idée de, dans le fond, en milieu du travail, c'est une injonction au multitasking. Donc, ça suscite une surcharge attentionnelle, éventuellement des burn-out, bon, etc. Mais on reprend cette notion de multitasking dans le milieu de l'écologie informationnelle pour... à ce moment-là, c'est intéressant parce que la notion de multitasking, dans ce contexte-là, ça devient une compétence. C'est comme une espèce de compétence pour comment dire, bien circuler dans l'environnement numérique. Et puis, une instabilité, j'ai ajouté dynamique, juste pour faire un peu plus compliqué. Donc, une instabilité dynamique des pratiques informationnelles. Certains chercheurs nous disant, on commence la recherche et puis, à la fin, on sent déjà que notre problématique est dépassée. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je vais faire très, très vite en vous présentant la typologie a priori pour laisser le temps à Julien de vous présenter nos deux enjeux épistémologiques. Donc, si vous voulez, c'est la lecture d'un article de Norgie Marès. Excusez mon accent, mais c'est une professeure des Pays-Bas, une chercheure d'Amsterdam, en fait, qui... a fait une réflexion sur, dans le fond, qu'est-ce que ça change aux sciences humaines et sociales de se confronter, finalement, aux technologies d'information et de communication. Alors, elle a fait une réflexion et en fait, elle a proposé une typologie. Et à partir du moment où j'ai lu cet article-là, je ne pouvais plus ne pas en tenir compte. Et je dirais que c'est une typologie vraiment au sens de l'idéal type de Weber. Hein, dans le fond, donc, c'est comme des types purs. Ça n'existe pas sur le terrain. Il y a toujours des hybridations. Mais ça nous aide à penser. Alors, on a, si vous voulez, premier type, les méthodes conventionnelles. Donc, si vous voulez, on est devant... donc, la posture, c'est qu'on est devant... l'état des sciences humaines et sociales, et on se dit comment les sciences humaines... C'est quoi le dynamisme des sciences humaines et sociales au regard du numérique, au regard des technologies numériques, etc. Et donc, première posture, méthode conventionnelle. Et là, Marès le dit de façon presque ironique, elle dit « methods as usual ». Donc, si vous voulez, c'est le sociologue qui dit non, moi, je continue à faire de la sociologie, je ne suis pas ébranlé par les technologies. Alors, elle avait une espèce de regard un peu ironique. Puis là, nous, à force de faire les entretiens, on s'aperçoit que non, c'est une vraie posture, c'est une vraie posture. Donc, on a rencontré de jeunes sociologues qui disent non, moi, mon métier, c'est la sociologie. Et ce n'est pas l'avènement des technologies d'information qui va me faire... mais en même temps, il compose. On va revenir avec ça, avec Julien. Il faut que j'avance très vite. Donc, les ethnographies virtuelles, un autre type, c'est-à-dire, dans le fond, c'est vraiment la posture de l'ethnographie qui prend pour objet, finalement, les environnements numériques. Les digital méthodes, alors... Malheureusement, je vais passer très, très vite, mais c'est passionnant. J'espère y revenir à l'occasion des questions. Mais si vous voulez, cette idée de digital méthode donc, a été formulée par Richard Rogers, un professeur d'Amsterdam, et c'est l'idée de dire on va utiliser les données produites par le médium.
ce qu'il appelle le médium, c'est-à-dire le web. Donc, les données produites par le web, les web analytics. Donc, on va les mobiliser et on va faire une sociologie avec ça. Donc c'est ça qui est intéressant dans la posture de Sir Rogers. Vous voyez, c'est pas juste on va prendre les Google Analytics pour approfondir une compréhension de l'usage de Google. Non, on va les prendre et on va essayer de composer un nouveau regard sociologique sur la société qui produit Google. Tu vois, la société au sens fort, là, pas l'entreprise, mais bon, enfin bref. Bon, là, je dois absolument sauter parce qu'il parce que c'est passionnant ce que va nous raconter Julien. Donc, dans le dernier type, les big data, on en a parlé, on reviendra, mais je pense qu'on va revenir. Julien, vas-y. Alors, il me reste combien de minutes? Non, vas-y, 10 minutes. 10 minutes? Bon, OK. Bon, alors ce que je vais essayer de vous présenter maintenant, ce sont finalement deux enjeux épistémologiques en fait, qui ressortent finalement de nos entretiens avec notre... Ce que j'expliquais, c'est que je vais vous présenter deux enjeux épistémologiques donc, qui ressortent finalement de nos entretiens donc, avec le panel donc, de ces 24 chercheurs. Je vais tout d'emblée préciser qu'évidemment, il y a d'autres enjeux épistémologiques qui ont été mentionnés. Mais là, dans le cadre de cette présentation, vous comprendrez que je vais m'abstenir de traiter de tous ces enjeux épistémologiques. Je voudrais aussi, quand même, en guise d'observation préalable, mentionner que, évidemment, ces enjeux épistémologiques, dans la mesure où ils ont été abordés dans le cadre d'un entretien, de différents entretiens, sont abordés plus ou moins explicitement, avec plus ou moins de systématicité. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort assez clairement de nos entretiens. Alors, il y a deux enjeux que je veux présenter aujourd'hui. Le premier, en fait, que j'ai réduit, synthétisé sous la forme d'une question, c'est peut-on parler d'un tournant computationnel en sciences sociales aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça va m'obliger finalement à revenir un peu sur la notion de tournant computationnel. Ce que nous, on entend par tournant computationnel, c'est finalement une configuration sociale et technique propre à notre présent, et configuration qui consiste essentiellement en une rencontre entre une généralisation des méthodes computationnelles et rencontre donc avec le big data, donc de grands volumes de données. Là, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été déjà évoqué. Donc c'est ça que j'entends par tournant communicationnel. Et l'enjeu de cette question, finalement, c'est de savoir si ce tournant communicationnel computationnel, va engendrer une rupture finalement dans l'évolution historique des sciences sociales. Finalement, qu'est-ce que ce tournant computationnel produit au niveau des sciences sociales ? Alors, par rapport à ça, on a dégagé trois positions. Il y a comme trois positions qui se dégagent en fait dans les entretiens en fait avec nos chercheurs. Alors, il y a une première position, et puis vous reconnaîtrez derrière les positions, par exemple, d'un chercheur comme Dominique Boulier. Première position qui consiste à dire que, oui, effectivement, ce tournant computationnel engendre une rupture dans l'évolution historique des sciences sociales, dans la mesure où les sciences sociales, aujourd'hui, devraient prendre en compte justement ces traces du big data. Et dans la mesure où ces sciences sociales devraient prendre en compte les traces du big data, eh bien, il lui faudrait réinventer, ou en tout cas renouveler donc, certaines conventions, certaines normes scientifiques pour pouvoir accomplir donc, un travail de problématisation adéquate, pour pouvoir mettre en place des dispositifs méthodologiques adéquats, etc. Donc, vous connaissez tous, j'imagine, la thèse. C'est la fameuse thèse de la troisième génération donc, des sciences sociales qui émanerait donc justement de cette nécessité de prendre en compte ces traces du big data. On a une deuxième position qui est peut-être, quelque part, c'est assez curieux parce que c'est une position sans être véritablement une réponse justement à cette interrogation. J'aurais presque tendance à dire que c'est une non-position parce que ce sont les réponses les plus pragmatiques finalement à cette question. À savoir, il y a un certain nombre de chercheurs qui, effectivement, accusent réception là, de ce tournant computationnel, vont effectivement prendre acte de cette nouveauté, mais sans finalement se prononcer sur ces enjeux épistémologiques. C'est-à-dire, on reste ici, quelque part, prisonnier d'un regard
finalement assez pragmatique, assez instrumental finalement sur ce tournant computationnel. Alors évidemment, là, on va typiquement, dans ce cadre-là, les chercheurs vont réfléchir à quels vont être les champs d'application légitimes en fait de l'exploitation de ces traces du big data dans le cadre des recherches en sciences sociales, sur les biais, les limites, les forces. Vous voyez un petit peu le topo. Donc, une position assez pragmatique. Hein. Donc, encore une fois, on va s'intéresser, par exemple, à comment on peut finalement construire une hybridation entre les méthodes conventionnelles et puis, disons, les méthodes computationnelles. On va s'intéresser aux modalités concrètes de l'application, donc du recours à ces méthodes computationnelles dans le cadre des sciences sociales, etc. Il y a une troisième position qui, elle, un peu comme la première, va prendre beaucoup plus position là, par rapport à ce problème-là. Troisième position qui consiste essentiellement en 2 points. Le premier point, c'est de prendre acte, encore une fois, donc, de l'existence de ce tournant computationnel, mais en même temps en refusant finalement l'idée d'une rupture qui serait occasionnée dans l'évolution historique des sciences sociales. Donc là, on est vraiment à l'inverse finalement de la première position. Et au fond, elle va un peu plus loin, cette troisième position, parce qu'elle vient même remettre en cause, quelque part, la pertinence de ce débat, de ce débat sur l'existence d'un tournant computationnel en sciences sociales, ses effets, etc. Alors, au fond, cette position, elle consiste à bien sûr reconnaître l'existence de ce tournant computationnel, reconnaître également que les traces du big data offrent quand même certains avantages pour les recherches en termes de granularité, en termes de volume des données, etc. Mais en même temps, les chercheurs tenants de cette approche en fait vont nous expliquer que, au fond, les normes du travail sociologique, du travail en sciences sociales, parce que cette position est surtout soutenue par des sociologues. Les normes donc, de ce travail sociologique sont identiques. Il y a une continuité par rapport à ça. Donc, je vous donne quelques exemples de ce qui ressort de nos entretiens. Typiquement, les chercheurs qui vont défendre cette approche vont nous dire, au fond, il s'agit toujours d'avoir un regard critique sur les données. Il s'agit toujours finalement de construire des interprétations fines et solides, systématiques donc, de ces données, d'avoir un point de vue réflexif sur le recours aux dispositifs méthodologiques, etc. Je pourrais multiplier. Donc, avec cette troisième approche, vous vous rendez compte que là, on est vraiment dans l'idée qu'il y a une continuité et puis que le tournant computationnel ne change finalement pas grand-chose à l'affaire au regard des normes du travail sociologique. Deuxième question en fait, qui a apparu au cours de nos entretiens, que j'ai encore une fois synthétisé sous la forme d'une question, c'est une discussion adisciplinaire sur les méthodes de recherche en sciences sociales en lien avec le numérique. Est-elle possible ? Ça, c'est un enjeu auquel, quelque part, que j'ai trouvé assez séduisant, parce que certains chercheurs, en fait, ont mentionné le fait que, et à raison à mon sens, surtout quand on consulte la littérature scientifique, qu'il y avait une propension, en fait, de la littérature scientifique. J'imagine, alors ça c'est mon hypothèse, que je ne suis pas en mesure de vérifier ici, je pense que c'est surtout le cas d'ailleurs dans les approches pluridisciplinaires, mais il y a une tendance en fait à considérer finalement ces questions méthodologiques comme des questions autonomes par rapport à des disciplines. C'est-à-dire qu'on pourrait entreprendre une réflexion sur différents dispositifs méthodologiques en faisant l'économie finalement de leur ancrage disciplinaire. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a plusieurs conséquences, et des conséquences qui peuvent être assez majeures en fait sur la manière de faire de la recherche, parce que envisager en fait ces questions méthodologiques comme des questions qui peuvent être autonomisées finalement des disciplines, donc la sociologie, etc. Eh bien, ça conduit à 2 choses. La première chose, c'est que ça conduit finalement à évacuer, que ce soit implicitement ou explicitement, des problématiques qui sont constitutives en fait des disciplines. Et plus encore, et puis là je reviens finalement à une expression que j'aime beaucoup de Gaston Bachelard, ça conduit finalement à perdre de vue que les dispositifs méthodologiques, bien sûr, on peut pas, ce ne sont pas des instruments neutres, ça tout le monde le sait, mais précisément cette posture adisciplinaire, en fait, elle conduit à perdre de vue ce que Bachelard appelle en fait les théories matérialisées, parce que vous savez que Bachelard en fait identifie notamment les instruments de mesure, dans le travail scientifique, comme des théories matérialisées. Donc
L'idée selon laquelle en fait on pourrait engager une réflexion adisciplinaire finalement sur les méthodologies donc numériques, eh bien ça conduit encore une fois donc à évacuer donc des problématiques propres aux disciplines et quelque part à endosser sans nécessairement qu'on s'en rende compte, finalement, des problématiques, des catégories d'analyse donc, qui sont vraiment inhérents finalement au dispositif méthodologique. Je vais donner juste un exemple pour illustrer ce point. C'est un exemple qui est extrait d'un manuel, un manuel d'introduction, qui s'appelle Sociologie d'Internet. Vous connaissez probablement les auteurs, puisqu'il s'agit de Beuskard, d'Agiral et Parasi. Et puis, dès l'introduction finalement de leur ouvrage, ils expliquent que il y a trois finalement problématiques qui seraient des problématiques sociologiques et puis qui irrigueraient finalement les recherches finalement sur Internet. Les trois problématiques sont les suivantes. C'est des problématiques relatives finalement aux relations sociales entre les individus, bien sûr. C'est la problématique en fait de la visibilité que la société se donne, la visibilité de la société à elle-même, et également la problématique de la capacité d'action des individus. Et finalement, si on suit finalement les conséquences donc, de cette question épistémologique, le risque évidemment, c'est que par exemple, par rapport à la sociologie, de voir ces trois grandes problématiques complètement évacuées dans la mesure où finalement on se concentre, finalement on discute ces méthodes de recherche en faisant fi des problématiques. Quoi. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. J'invite en fait toutes les conférencières et conférenciers à s'installer ici pour les questions, tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, je vais chercher d'autres choses. Donc il va manquer une chaise. Je sais pas si je pense que quelqu'un est sorti pour la chercher. Donc, merci beaucoup pour ce long parcours en passant par une généalogie en fait, des humanités numériques à des questions méthodologiques, épistémologiques. Et on peut peut-être se poser la question si l'adisciplinaire ne renvoie pas à la pensée spéculative dont Christophe parlait tout à l'heure. Moi, je lance ça un peu comme ça. Je vous invite en fait à poser des questions, à vous présenter quand vous la posez. Soyez synthétique. Si vous avez des remarques sur questions à poser, je pense que les micros pour les questions sont là et là. Sinon, je peux me balader aussi, mais comment c'était prévu? Si jamais. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions? J'en vois une, j'en vois deux. Je peux le prendre, ça ne posera pas de problème? OK. Voilà. Donc la première est du tout au bout, après, monsieur. Oui, Olivier Voirol. Merci à tous les intervenants pour leur intervention intéressante. Alors j'ai une question-remarque, je ne sais pas si c'est une question de remarque, mais quand même un peu une question. Tout d'abord qui s'adresse à Christophe et ensuite une deuxième partie qui s'adressera à tout le monde. Dans ton intervention, Christophe, tu reviens sur la proposition d'Adorno, que je te suis entièrement. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et notamment sur l'idée, dans le fond, de réintroduire le rapport au fait dans l'expérience, avec cette idée, finalement, cette critique qu'Adorno formule au positivisme en disant que le positivisme oublie que les faits sont constitués dans un rapport que le chercheur ou la chercheuse a au fait. Et donc, il s'agit de restituer dans la prise en compte de l'expérience de recherche ce rapport. Et évidemment qu'il y a une critique extrêmement importante et nécessaire. Là où je vois peut-être un problème, une difficulté, tu disais dans le fond, les faits, c'est ce que nous produit l'analyse des bases de données, etc. Et là où je pense que le programme d'Adorno reste à actualiser, et qui est une difficulté, je pense, assez considérable, c'est que dans le fond, ces faits, c'est le produit de peut-être ces machines dont parlait à l'instant Julien, dont parle Bachelard, c'est-à-dire ces théories incorporées dans des outils,
hein. C'est le produit d'une interprétation qui est déjà formulée dans des bases de données, dans des outils de recherche, mais qui ne passe pas pour une interprétation. Et là, on a une difficulté, je pense, en SHS, en sociologie. C'est-à-dire qu'on mobilise des outils qui effectivement compilent, sélectionnent, ont une dimension normative, mais qu'on n'est pas en mesure de restituer ou d'expliciter. Il me semble que là, c'est un peu la limite, disons, de la proposition d'Adorno et peut-être la tâche qui nous attend, qu'on a devant nous. Et cette tâche-là, dans le fond, on ne peut la réaliser qu'en allant, tu disais, mettre la main dans le cambouis, oui, c'est-à-dire aussi à entrer dans la discussion avec les informaticiens, avec les computer scientists. Et ça, c'est la deuxième partie de ma question, c'est qu'il y a une nécessité, mais il y a aussi une difficulté considérable. Il se trouve que je suis responsable, un peu par les hasards des investissements institutionnels, d'un programme de master en humanité numérique. Bon. Et j'étais beaucoup amené à travailler avec des computer scientists, des informaticiens, y compris des théologiens qui ont 50 versions de la Bible et qui compilent tout ça 1000 fois dans tous les sens. Donc, alors, effectivement, très intéressant, passionnant même, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, l'interdisciplinarité, tout ça. Mais il faut quand même se rendre compte que peut-être deux choses. L'interdisciplinarité, c'est souvent quand même un vœu pieux, une injonction institutionnelle, et ça plaît bien aux directions de l'université, un peu par bonne conscience d'une politique qui fragmente les savoirs et qui isole les gens quand même. Institutionnellement, c'est ça. On est de plus en plus isolés les uns des autres. C'est comme s'il fallait racheter comme ça avec des bonnes paroles de l'interdisciplinarité, ce qui se fait très concrètement et matériellement de l'organisation de nos disciplines. Et qu'on se rend compte que quand on doit vraiment travailler avec des gens qui viennent d'univers différents, on a quand même des sacrés problèmes. Et avec les informaticiens, je pense que une des difficultés sur laquelle on bute, c'est un petit peu ce que j'essayais de présenter hier, hein, de cette opposition entre une logique du nom et une logique du nombre. C'est-à-dire qu'on a une autre histoire, on vient d'une autre histoire. Effectivement, il y a des choses qui se sont séparées à un moment donné. La logique formelle s'est séparée des humanités, en partie en tout cas. Et on ne peut pas simplement faire comme si cette histoire ne nous travaillait pas dans notre dos. Donc il faut la reprendre, et c'est, je pense, une des grandes difficultés. C'est reprendre cette histoire et repenser des connexions, repenser des liens. Adorno nous aide, mais jusqu'à un certain point, je pense. Donc c'est une question qui s'adresse aussi aux autres, hein. La question finalement des modalités concrètes de cette interdisciplinarité, d'autant plus qu'on est quand même dans une période où nous, sociologues ou SHS, on est un peu en position de faiblesse, hein. Il n'y a qu'à voir finalement en l'espace de 10 ans dans les institutions. Je veux dire, avant on s'adressait aux administrateurs. Aujourd'hui il faut s'adresser aux informaticiens pour régler des problèmes où il y a des vrais enjeux de pouvoir. Enfin, c'est quand même eux qui ont pris le pouvoir, hein, pour dire très vite. Et puis on a affaire à des gens, et en Suisse c'est particulièrement manifeste, des mathématiciens, par exemple à l'école de Polytechnique de Zurich, hein, qui vous disent: eh bien nous, on a la vérité sur le monde social, on a les données et on va résoudre les problèmes que les sociologues se posent par des résolutions mathématiques. C'est ça qu'ils disent, hein. Ils le disent très fort et avec quand même une certaine capacité à être entendus, ce qui fait qu'on est dans un rapport où penser l'interdisciplinarité, c'est aussi la pensée dans ces rapports compliqués entre disciplines. Excusez-moi, j'étais un peu long. Oui, merci, c'était très synthétique. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais vous pouvez réagir donc au lancement des discussions. Je ne sais pas qui voudrait commencer au départ. Je vais essayer. Je vais essayer de réagir. Hier, Olivier, tu m'as dit que je t'avais lancé une question piège. Dis donc, la tienne, elle est pas mal aussi. Mais oui, alors, je crois que... Disons, en effet, je vois bien le problème que tu pointes, c'est-à-dire selon lequel les outils qu'on mobilise, finalement, il y a une dimension normative qui est intégrée en elle, presque ontologique, on pourrait dire, si on reprenait ce dont tu parlais hier, et qu'on n'arrive pas à interroger.
Je ne sais pas jusqu'à quel point, justement. En tout cas, je pense qu'il faut poser cette question-là. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce qu'on n'arrive pas à l'interroger? Alors, est-ce que l'interrogation, ça passe uniquement par la discussion avec des informaticiens, probablement, par des philosophes, tu vois, philosophes du numérique, du nombre, etc., de ces questions-là? En tout cas, je pense que c'est de ce côté-là. Et en effet, il faut que ce soit fait... Alors, justement, moi, c'est un peu le problème que j'ai avec cette injonction à la pratique, au codage, etc. C'est que c'est à la fois très intéressant de savoir, ben voilà, comment est-ce que ça fonctionne et finalement, quels sont les automatismes qui sont intégrés dans les processus de codage, etc., qu'on n'interroge jamais. Et en même temps, le fait, cette injonction à la pratique se retourne finalement à un moment contre elle-même. C'est-à-dire c'est un apprentissage aussi de la logique réifiante généralisée, quoi. Donc, je ne sais pas trop si c'est une réponse, mais je crois que voilà, il faut se poser la question de savoir jusqu'à quel point on ne peut pas l'interroger et toujours essayer d'aller au plus loin possible de cette réflexion. Ce qui me permet d'aller sur le deuxième élément, l'interdisciplinarité. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas ce que diront les autres. C'est un peu ce que je disais hier à Angel Badillo. C'est-à-dire que je crois que l'interdisciplinarité, très souvent, elle est utilisée au nom d'une hyper-spécialisation. C'est-à-dire qu'on met des gens, des savants de plein de disciplines spécialisées, sous la direction en général de l'un d'entre eux. Pendant longtemps, en sciences sociales, ça a été l'économiste. Et en effet, maintenant, c'est lié à l'informaticien ou à des choses comme ça. Donc, je crois aussi qu'il ne faut pas se laisser avoir. Il faut, là aussi, réfléchir ce que sont les normes qui sont intégrées dans cette question de l'interdisciplinarité. Et il ne faut pas hésiter à la critiquer. Bon, je suis très critique. Par rapport à l'interdisciplinarité, je vais résumer dans quelques mots. Pour moi, c'est une question de poudre et presse. Poudre et presse. Ça veut dire, vous avez bien compris déjà, c'est pas difficile. La poudre a transformé l'espace, a fait circuler la marchandise. La presse a fait circuler l'information. D'autre part, une méfiance. Il faut se méfier. L'interdisciplinarité est peut-être la source la plus ancienne que j'ai dans le XXe siècle, c'est justement Horkheim. Dans son premier mot à la tête de l'Institut, il dit le mot interdisciplinarité. Très bien. Son influence sur l'école de Francfort, c'était celle-là, justement, à mon avis. Mais se méfier, pourquoi? Parce que ça converge il y a de la convergence avec les projets fonctionnalistes, positivistes, postmodernes et cultural studies. Ça veut dire tout le monde revendique l'interdisciplinarité. Alors, pour moi, il faut se méfier des faits. Ce n'est pas un fait. C'est ça. Donc, je ne sais pas, je suis toujours le mauvais arbitre ici, mais est-ce qu'on... Parce qu'il y avait deux questions encore, je vois ici, il faut vraiment être très, très synthétique. Je vois que les humanités numériques ne changent pas le fait qu'on aime beaucoup parler. Mais peut-être, tu voudrais... Je pense que les questions vont peut-être se reprendre. Je pose la question? Oui, et puis il y a monsieur aussi là-bas après. Ouais. Moi, je ferai une remarque sur interdisciplinarité, mais ce n'est pas ma question. Interdisciplinarité, ça n'a de sens que si c'est sur la longue durée et non pas sur des programmes où on met côte à côte des gens qui continuent à fonctionner comme ils fonctionnaient avant. Bon, c'est tout ce que je veux dire. Et, en fait, c'est le résultat d'une expérience longue. C'est à propos de pratiques informationnelles que je voulais poser ma question, et particulièrement sur l'un des points sur lesquels je suis complètement d'accord, le constat de la diversité des sources d'information. Ça rejoint d'ailleurs l'un des points signalés au début par Luis Martino. Sources d'information, il faut les interroger et non pas simplement les prendre du point de vue de la diversité des big data. Quelles sont ces sources d'information? Il y a encore, et symboliquement c'est très important, des sources d'information qui viennent de la presse, pour les raisons
que Luis Martino a indiquées. Mais il y a des sources d'information qui sont bien autres, qui sont des sources d'information politiques, économiques, communicationnelles, publicitaires, tout ce qu'on peut imaginer. Et tout ça se mélange dans les big data. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque les pratiques informationnelles, elles sont aujourd'hui le résultat de tout ça. Et à mon avis, il faut qu'on ait un point de vue. Là, ma question, elle part du point de vue des sciences sociales, mais des sciences sociales appliquées à l'information, aux communications. Autrement dit, elle prend au sérieux la question des pratiques informationnelles et de leur diversité très grande aujourd'hui, sur lesquelles il faut s'interroger. Enfin, ça me paraît un problème de recherche considérable actuellement. Peut-être une petite réponse à Doc là-dessus. En fait, le format de l'intervention a fait que j'ai mentionné extrêmement rapidement la diversité des sources, mais effectivement, disons, dans notre rapport, on va insister sur, une interrogation des chercheurs sur les axes d'analyse à considérer dans une étude sur les pratiques informationnelles. Et effectivement, on a insisté juste sur une ou deux, là, tu sais, mais juste pour, disons, approfondir très légèrement la question de la diversification des sources. Moi, j'ai été fasciné parce que si on fait juste les identifier, parce qu'effectivement, il y a un chercheur qui insistait beaucoup sur dire il faut identifier les sources. Et ça fait partie, dans le fond, de l'élaboration d'un modèle d'analyse des pratiques informationnelles. Et en fait, parce qu'on pense évidemment aux sources comme dites traditionnelles, la presse et tous les médias qu'on connaît. Ensuite, évidemment, toute leur traduction en numérique, donc les plateformes des différents grands médias. Et puis ensuite, il y a évidemment les plateformes des réseaux sociaux, de tout ça, les plateformes d'échange de photos, etc., et qui sont un lieu en particulier, on voit pour les plus jeunes, les réseaux sociaux deviennent, comme Facebook, ça devient une source d'information extrêmement importante. Et puis ensuite, pour continuer à mentionner des sources, donc effectivement, les pure players, dans le fond, des médias, comme Mediapart, par exemple, qui n'ont plus d'équivalent papier, etc. Et puis ensuite, là, il y a comme une évolution encore avec les médias comme Brut, puis en fait, j'ai une liste, mais là, je ne viens pas en tête, mais qui sont des médias qui créent des petits vidéos ou des plus longs, ça dépend des entreprises, et en fait, placent ces vidéos-là sur des plateformes déjà existantes, enfin, ainsi de suite. Et donc, effectivement, on est dans une... là, il me vient, parce qu'on est des vieux, donc il me vient Abraham Mols, quand il parlait de la culture mosaïque. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait une intuition dans cette notion-là de ce qui devient maintenant... Là, on est dans de la vraie culture mosaïque. Donc, c'est comme les interactions entre les éléments, entre les items de la culture sont totalement aléatoires. Et bon, ben là, je suis obligé de m'arrêter parce que on est hein? Donc, il y avait une toute dernière question et peut-être Sabrina ou Julien, pour qu'il y ait équité de parole en réponse, si jamais ça peut couler. Très synthétique. D'abord, je crois que les humanités numériques, c'est bien pour nous protéger des sociologues. Donc, c'est ça. Si je voudrais savoir qu'est-ce que les jeunes Québécois pensent de la politique, je vais pas prendre mes philosophes préférés et les mettre dans les bouches des jeunes. Je veux les faire des entretiens, je vais écouter qu'est-ce qu'ils disent sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Donc, c'est bien. Après, je peux faire ça, mais quand même, il n'y a plus de données. Donc, c'est ça, une remarque, une provocation. Et la deuxième, c'est une question pas une question, mais pour Serge et pour Julien. Je trouve très, très bien la recherche. Nous, au Brésil, nous sommes en train de faire des choses pareilles. Il y a des travaux, des recherches très, très intéressants dans la communication sur les humanités numériques. Et donc, si vous voulez faire aussi de la recherche au sud, donc ça serait bien, et je voudrais avoir des contacts pour savoir plus de la recherche, parce que
c'est un peu partout, quoi. Donc il y a aussi le Tommaso Venturini, un Italien, je crois qu'il est en France, il fait aussi un travail très très intéressant. Merci. Alors, merci pour ces remarques, questions. Par rapport au deuxième point, évidemment, oui, ça. Je ne sais pas quel va être le devenir de ce projet. Là, on doit finalement déposer le rapport. Il y a l'idée éventuellement peut-être de publier sous forme d'une monographie. Enfin, mais effectivement, oui, c'est sûr que ça pourrait de construire un dialogue pour voir effectivement comment les chercheurs finalement procèdent dans le Sud. Là, pour reprendre votre expression, ce serait évidemment, à mon avis, très très riche. Par contre, pour le premier point, je suis pas certain finalement d'avoir compris. Si je vous entends bien, pour vous, le problème finalement de la recherche sociologique, ça consisterait finalement à plaquer finalement des concepts de la philosophie politique dans la bouche des acteurs, quoi. Oui. Disons que par rapport aux chercheurs qu'on a pu interroger, je dirais que c'était quand même pas la tendance, plutôt même le contraire, quoi. On avait quand même, je ne sais pas ce que t'en penses, Serge, mais la plupart des chercheurs qu'on a interrogés ont plutôt une démarche plutôt inductive, en fait, quoi. Beaucoup, quoi. Donc, effectivement, cette démarche qui consiste finalement et puis qui serait très critiquable, hein, d'ailleurs, parce que si effectivement la recherche en sociologie, ça consiste à aller déterrer des théories politiques et puis de les assigner finalement à la bouche des acteurs, je pense que effectivement, c'est... Mais en tout cas, nous, c'est pas le type de recherche qu'on a pu privilégier. ouais. Mais peut-être Sabrina, tu Vous voulez réagir? Tu auras le mot de la fin. Effectivement, donc le mot de la fin, comme tu le dis, mais je vais essayer d'être brève aussi. Donc je vais revenir sur la première question qui a été posée par notre collègue, à savoir sur l'interdisciplinarité. Effectivement, de mon point de vue, travaillant sur les humanités numériques, c'est en théorie, ça devrait être le socle, donc on va dire de la réussite d'une démarche optimale, en théorie. Mais après, sur la pratique, on sait tous que pour faire converger des regards, déjà travailler avec des informaticiens qui ont leur propre vision du monde, ce n'est pas évident. Et notre collègue aussi a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir justement favoriser, créer un contexte favorable à cette interdisciplinarité. Peut-être c'est des pistes à discuter, à voir. Donc, éventuellement voir au niveau de l'offre de formation universitaire, proposer des formations qui puissent un peu former des techniciens au SHS ou inverse, enfin, ce qui est l'inverse est un peu compliqué à mettre en œuvre, et voir aussi, on le voit aussi aujourd'hui dans des appels à projets, donc que ce soit des projets ANR ou autres, on favorise effectivement cette diversité au niveau, mais ça reste des pistes à voir. Mais effectivement, dans la pratique, ce n'est pas si évident que ça. D'ailleurs, j'en ai parlé à la fin de mes travaux, donc de mon exposé, en disant que il est très difficile de faire parler et faire communiquer des acteurs qui sont à la base différents. Mais voilà, c'est un challenge à relever par les humanités numériques. Merci. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde, le panel.